prochain. Vous avez des conseillers municipaux, vous avez plusieurs maires, vous avez également des conseillers régionaux. Question toute directe, est-ce que les FDR iront au sénatorial? Mais non. Non. Pourquoi? On l'a dit, on dit non. Pourquoi? On n'ira pas. Et nous avons même dit que c'est un événement pour nous. On n'ira pas. Justement, les Togolais veulent comprendre. C'est la première fois que les sénateurs vont avoir lieu. Mais vous, vous estimez que c'est un non-événement. Oui. Expliquez-nous. Non, non. Au plus tard, le 2 février prochain. Alors, Maître Paul de Diapévon, encore une fois, bonjour. Oui, bonjour, Joachim. Ah oui, j'espère que vous portez bien. Oui, ça va. D'accord. Du point de vue santé, je me porte bien. Mais j'aurais aimé me porter mieux dans ce pays. Parce que, vous savez, ce que je ressens, tous les Togolais le ressentent. Voilà. Oui, et justement, vous venez de l'évoquer. Quand nous voyons tout au niveau, même le studio de votre radio Victoire FM est très bien décoré pour annoncer les couleurs des fêtes de fin d'année en ville, un peu partout. Mais le constat que nous faisons, c'est que les visages ne sont pas rayonnants. Tout est morose. Mais je ne sais pas si vous aussi vous faites le même constat. Mais pourquoi les visages sont moroses, vous dites? Mais c'est parce qu'il y a un problème dans ce pays. Il y a un gros problème. Parce que du point de vue, même si vous êtes en bonne santé physiquement, mais si financièrement vous êtes totalement par terre, ça se ressent sur le visage. Et pour qu'un pays fonctionne bien, pour que les visages s'éclaircissent en cette période de fête, c'est la chose la plus importante pour les gens. Non seulement ils veulent être en bonne santé physiquement, mais être en mesure de se projeter dans la fête. Mais lorsque vous voulez vous projeter dans une fête et vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, l'économie de notre pays est totalement par terre. Ce n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, tout le monde tire le diable par la queue. Les Togolais souffrent. Les Togolais, dans leur ensemble, souffrent. Et ça, c'est quelque chose de constaté. Personne ne peut le nier. Aujourd'hui, le pays est divisé en deux groupes. Il y a certains qui vivent bien. Ils en ont. Ils en possèdent. Et ils continuent de posséder. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui traînent dans la misère. Au Togo, il n'y a pas de couche de classe moyenne bien structurée. Pour que ce pays se développe, c'est la classe moyenne qui fait marcher l'économie. Mais lorsque vous avez au sommet des gens, juste eux, ils sont là dans leur aisance, et que de l'autre côté, les autres, c'est dans la misère, la galère, mais comment le pays peut fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, lorsque vous allez au grand marché, en période de fête, jetez un coup d'œil, regardez comment les femmes au marché se plaignent. Ils ont les produits, mais personne n'est là pour acheter. Parce qu'avant, lorsqu'on annonce Noël, on annonce la fête de fin d'année, mais c'est l'ambiance, c'est la fête, l'effervescence partout. Mais vous dites qu'on a décoré, mettre guirlande, c'est juste le décor. C'est juste le décor. Pour le décor. Vous faites juste le décor, mais à l'intérieur, on sait que ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ceux qui sont nos gouvernants jusqu'à aujourd'hui ne prennent pas conscience de ce qui se passe dans ce pays. Mais lorsque vous le faites comme ça, progressivement, vous amenez tout le monde dans le gouffre. Et lorsque vous les amenez dans le gouffre, il arrivera un moment où, c'est-à-dire que ça risque de ne plus bien se passer. Oui, mais est-ce que cette situation est corrigée? Autrement dit, est-ce qu'on peut améliorer cela pour que les visages plus ou moins rayonnent? Mais c'est ce que je dis. Pour que les visages rayonnent, il faut se projeter. Dans un pays, il faut avoir des plans de développement. Mais lorsque des gens prennent la responsabilité de gouverner un pays, mais ils ont décidé de faire le bonheur de tout le monde. Alors, pour faire le bonheur de tout le monde, il faut mettre tout le monde au travail. Il faut produire de la richesse. Oui. C'est en produisant de la richesse qu'on peut distribuer.
lorsque nous disons oui, mais les richesses nationales, il faut les répartir pour que chacun trouve un peu, mais ça aussi fait partie, produire de la richesse fait partie de ce que nous disons. Alors, il faut aider les Togolais à se mettre au travail, à produire. Ce n'est pas un problème de fonction publique. La fonction publique ne peut engager que quelques citoyens. Quand on dit aujourd'hui que ceux qui travaillent, les gens regardent de manière synoptique ceux qui sont engagés dans la fonction publique. Mais quel est le nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui au niveau de la fonction publique? Mais dans d'autres pays aujourd'hui, les gens, la fonction publique, l'État ne peut pas faire engager tout le monde, ceux qui sortent des écoles de formation, qui sont des universités. La fonction publique, l'administration ne peut pas absorber tout le bien sûr, c'est pour ça que les gens réfléchissent autrement dans d'autres pays pour aider les citoyens à se mettre au travail. Là, c'est le secteur privé. Oui, le secteur privé. Le secteur privé, les gens doivent être outillés à se mettre véritablement au travail. Comment on le fait pour que chacun prenne conscience? Comment l'État aide justement ces pays, les secteurs-là à se développer? Bon, la plupart du temps, nous constatons que c'est du slogan. C'est-à-dire que lorsque on vous dit on s'occupe de... comment vous appelez ça? Les rapports? Non, je ne parle pas des rapports. Lorsque vous entendez parler d'aide qu'on apporte aux plus pauvres et tout ça, mais en fin de compte... les filets sociaux, le FNFI... Vous constatez que tout ça là, c'est du gagé. C'est du gagé. En termes de résultats, si l'État lui-même doit être conscient, pour qu'un rapport véritable soit fait dans ce domaine-là, pour dire, qu'est-ce que ça apporte véritablement comme plus-value à notre économie? C'est-à-dire que vous constaterez que tout ça, c'est de la politique politicienne. C'est-à-dire oui, mais quand même, nous avons vu, il y a certaines femmes qui ont dit, avec les 30 000, en commençant par pour faire de l'huile rouge, leur situation s'est quand même améliorée. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Oui. Je ne dis pas non. Mais c'est-à-dire que sur le rapport, quand vous faites le ratio, les femmes qui bénéficient de ces 30 000 là, mais combien d'entre elles, à la fin, vont vous dire la main sur la conscience, oui, j'ai pris les 30 000, j'ai travaillé avec les 30 000, j'ai du bénéfice, j'ai pu nourrir ma famille, j'ai pu faire ceci, j'ai pu... Combien? Combien? C'est pour ça que je dis, la plupart du temps, tout ça là, c'est du matu-vu, c'est-à-dire on saupoudre ça au visage des gens pour dire, ah oui, mais on s'occupe de vous, mais en réalité, et la plupart du temps, ces structures-là ne prennent de l'effervescence qu'en période électorale. Lorsque les élections viennent, bon, on appelle, on fait venir les gens, on dit, ah, on va vous distribuer de l'argent, on va vous aider, et tout ça. Parce que la pauvreté est dans nos mieux, les gens accourent. C'est vrai que parfois nous les condamnons en disant pourquoi vous faites ça, mais lorsque vous voyez le niveau de pauvreté, et je me demande même si ceux qui nous gouvernent ne le font pas exprès, rendre les gens pauvres et les rendre dépendants. Est-ce que c'est possible? Parce que lorsque vous êtes... Qui vous leur a demandé de prendre la décision de prendre la gouvernance du pays? Ils ont pris la gouvernance parce que c'est une promesse qui est faite. C'est une obligation qui est faite. Lorsque vous prenez la décision de gouverner, mais les besoins les plus élémentaires, vous avez décidé de les satisfaire. Donner de l'eau aux populations, oui. Donner de l'électricité, aider les gens à produire de la richesse, à travailler. À se faire soigner. À se faire soigner. Mais la plupart du temps, ces choses-là, on vous les brandit demain comme c'est de l'aumône qu'on vous fait. On donne un peu d'électricité quelque part, on dit aux gens, alignez-vous, applaudissez, parce qu'on vous a donné de l'électricité. Et c'est ça qu'on brandit dans les villages pour dire, ah, ceux qui sont dans l'opposition, qu'est-ce qu'eux ils font? Nous avons donné l'électricité. Alors que c'est eux qui utilisent l'argent de l'État. Avec quoi ils font ces projets-là? Puis avec l'argent de l'État. C'est nos impôts. Moi qui suis ici, je cotise. Oui. C'est les impôts de nous tous. C'est ça qu'on ramasse pour faire ces projets. Mais on les brandit comme quelque chose d'extraordinaire. Et que les populations doivent être redevables par rapport à ce qu'on leur fait. Et il y a même, parfois on les lit au vote qu'ils doivent exprimer. J'ai dit plusieurs fois ici que
Dans certains villages, on dit, ah, mais nous, on ne va pas vous apporter de l'électricité. Parce que vous n'avez, aux dernières élections, vous n'avez pas voté pour nous. Vous n'avez pas voté pour nous, donc vous n'avez pas droit à l'électricité. Vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas droit à ceci. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait développer un pays. Ce n'est pas comme ça. L'emploi, tout ce que nous disons, dès que vous faites une élection, que vous êtes élu, vous êtes à la tête du pays, vous ne faites pas seulement le bonheur des membres de votre parti. C'est tous les Togolais. Oui. Ah, oui. Non. Non, ce n'est pas ceux qui vous ont élus. Parce que l'argent que vous voulez utiliser pour régler tel ou tel problème, c'est l'argent du pays. Le président, le chef de l'État, lorsqu'il est à la tête du pays, mais il s'est engagé à faire le bonheur de tout le monde. Ce n'est pas seulement les membres du pays. Or, aujourd'hui, lorsque vous postulez, vous demandez quelque chose, on vous demande d'abord, mais vous venez nous demander service, mais où est-ce que vous vous trouvez par rapport à la politique? Dans quel parti vous êtes inscrit? Alors, la plupart du temps... Doit-on forcément s'encarter dans un parti avant de bénéficier des biens collectifs? C'est ce que je suis en train de déplorer. Je vous le démontre que, en réalité, la question telle qu'elle est posée, elle est totalement biaisée. Ce n'est pas bien. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous qui sommes en politique, les responsables de partis politiques, sont les parents pauvres. Mais au cours d'une élection, mais vous ne verrez jamais un entrepreneur, un homme d'affaires venir vers vous pour vous faire même un petit tricot. En période électorale, ils vont tous vers le parti au pouvoir. Parce qu'ils savent que c'est là-bas, les marchés. Pour avoir un marché... Les marchés publics. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup qui nous disent, mais lorsqu'on nous voit à côté de vous là, nous sommes sanctionnés. Donc ça veut dire que vous n'avez... Les marchés ne leur sont plus attribués. Ah ben comment? C'est-à-dire que c'est du dibi ma dibi. C'est du donnant-donnant. Alors, donc ça veut dire que le pays est aujourd'hui à un niveau tel que la misère est galopante et tout le monde est dans cette situation de morosité dont vous parlez. Oui, donc il faut en sortir. Période de fête de fin d'année, bien évidemment, mais ce qui s'invite encore, qui est dramatique, ce sont les accidents de la circulation. Et il vous souviendra quand même ce qui s'était passé le 13 décembre dernier au niveau d'Agoué Zongo. Alors, Monsieur le Président national, aujourd'hui, le chef de l'État a demandé ou bien requis, en tout cas exigé une enquête pour que la lumière soit faite sur ce qui s'était passé au niveau d'Agoué Zongo par rapport à la passerelle. Eh bien, j'espère que ce sera réellement une enquête. Parce qu'on a entendu parler d'enquête dans ce pays qui n'ont débouché sur rien du tout. Parce que c'est une question de responsabilité, une question de redevabilité. On ne peut pas faire des passerelles de ce genre sans mettre une équipe de contrôle. Ceux qui ont fait les ouvrages, mais il doit y avoir une équipe pour contrôler, pour savoir la solidité de ce qui est fait. On ne peut pas imaginer à ce 21e siècle-là, à cette période-là, qu'on puisse faire une passerelle là, pour que les passages piétons, et que ça ne résiste pas à un choc avec un véhicule qui est en train de passer. Et mais comment, même cette passerelle, le niveau a été évalué pour que les véhicules qui puissent passer aient la possibilité de passer. Quelles limites ils ont fait pour que les véhicules qui ont un niveau, une décharge trop élevée ne puissent pas passer en dessous? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher cela? Alors, et l'ouvrage lui-même, un choc entre un véhicule avec ce truc-là, peut-être on aurait appris que, ah oui, un véhicule a voulu forcer le passage, il a heurté le truc, c'est le véhicule qui est lui-même endommagé. Mais que un véhicule heurte ce truc-là, puis tout est parti en lambeaux, et tombe partout et cause des dégâts. On nous a annoncé, je crois, 8 morts, et plusieurs blessés. Alors, est-ce que ça... Alors que le tablier, selon nos informations, doit être dans l'ordre de 40 tonnes. Oui. Alors, est-ce que c'est... Un choc qui fait tomber un truc de 40 tonnes. Est-ce que quelqu'un a pris la peine au moins de dire, mais lorsqu'on finit ce travail-là, avant de le livrer, avant de le finir, quelqu'un a contrôlé pour savoir ce qu'on a fait là? Est-ce que quelqu'un a contrôlé? La plupart des choses qu'on fait dans ce pays, on donne souvent. Et c'est ça qui est aujourd'hui aussi déplorable.
on confie, on donne les marchés gré à gré. On donne les marchés gré à gré parce que c'est un ami, c'est un parent, et il est venu, mais je lui donne... Mais ici, c'est une société étrangère. Soroubat doit être tunisienne. Ah mais Soroubat. Oui. Ce n'est pas parce qu'elle est tunisienne que nous n'avons pas besoin de surveiller ce que Soroubat fait chez nous ici. Alors, si... J'ai dit, mais si c'est une société togolaise qui a fait le loi, bon, je peux dire oui, mais peut-être on parlera de technicité, etc., etc. Si on a pris la décision de confier ça à une société étrangère, c'est parce que on a eu confiance, on était sûr de la compétence, de la technicité de cette société-là. Et puis qu'elle vienne nous faire ce qu'on a vu là sur la route d'Agoué, mais j'avoue que c'est qui a causé la mort de 8 personnes. Pourquoi? Qui ne vont plus jamais. Pourquoi? Et on nous parle d'enquête. Et on nous parle d'enquête. Moi, j'ose croire que véritablement, cette enquête-là va aboutir pour qu'on situe les responsabilités. Parce que c'est des gens, c'est des responsables, c'est des ministres qui ont confié ce marché-là à Soroubat. En comptant sur quoi? En étant sûr de quoi avant de lui confier? Alors, moi j'avoue que nous sommes déjà pauvres. Nous sommes déjà pauvres. Mais on ne va pas en plus ajouter la pauvreté à la pauvreté. Parce que dans cet accident, on m'a annoncé, dans notre milieu là, comment vous appelez ça? Ce qui est supérieur aux le tricycle? Tricycle. Oui. Il y a un pauvre type de tricycle qui est mort dans ce... Il a des femmes, il y a plusieurs enfants. Oui, oui. Mais le truc s'est affaissé sur lui. Vous savez qui était au nombre de 5 à bord donc, de ce tricycle. Voilà. Avec des jeunes étudiantes qui étaient complètement broyées. C'est ça. Donc le sort des individus vont finir comme ça par la bêtise humaine. Ça c'est. En tout cas, il a été également annoncé de par l'audit donc des autres passerelles. Donc on va. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt à le faire. Et ce qui ne tient pas, il faut les enlever, les recommencer. Est-ce que des têtes vont tomber dans cette affaire? J'espère. Mais des têtes, non. Moi, je n'ai jamais vu de têtes tomber dans ce pays. Lorsque des bêtises, si des têtes devraient normalement tomber, il y a longtemps que des gens font du n'importe quoi dans ce pays. Des gens trichent, des gens volent, les gens... Sur les marchés qu'on octroie, on apprend qu'il y a une partie qu'on doit affecter à des gens, c'est l'autre partie qui reste. C'est pour ça que celui qui a pris le marché, lorsqu'une partie doit aller à telle autorité, telle autre, mais il dit, mais pour avoir moi, à la fin de la réalisation du marché, pour avoir le bénéfice que j'attends, mais je diminue le quota de ciment, je diminue le quota de ceci pour pouvoir avoir ma part. C'est-à-dire que la solidité du marché n'est plus au rendez-vous parce que lorsque une autorité prend une partie, comme dessous de table, mais celui qui a pris le marché, lui aussi a envie de faire du bénéfice. Et tout ça, c'est des suppositions. On attend de voir si des enquêtes c'est connu. Ce que je dis là, c'est connu. C'est connu. Alors, donc, ça dit que lui aussi, il dit, mais si le bitume, ce que doit faire la route là, si ça doit avoir une épaisseur de 2 cm, c'est un exemple que je te donne. Mais comme j'ai donné la plus grosse partie à des gens sur le circuit, moi, je fais 1 centimètre. Puisqu'il ne lui restait plus tellement d'argent, alors là... Et on fait le goudron, 3 mois après, mais vous commencez à avoir des trous. Or, petit argent, petit travail. Or, nous sommes pauvres. Lorsque nous voulons faire un ouvrage, il faut le faire pour la durée. Voilà. Nous devons investir de l'argent dans quelque chose qui dure au moins des années. On ne va pas recommencer puisqu'on n'a pas l'argent pour recommencer. Alors, si ça se dégrade, mais vous en avez pour longtemps. Regardez la route Lomé-Vaughan. Tout ce qui s'est passé dans la construction de cette route-là, et l'état dans lequel cette route se trouve aujourd'hui, bientôt, on a commencé déjà à voir des trous. Et bientôt, lorsque ça va se dégrader, pendant combien de temps nous aurons encore la chance de voir le gouvernement investir encore pour nous refaire une route comme ça? Et quand vous étiez à l'Assemblée nationale, on a vu des interpellations faites ici et là. Oh, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. On nous a dit que l'argent, on l'a donné pour acheter du matin. Maître Paul Dediapré, bon, c'est lui notre invité de ce matin. Alors, nous allons aborder les questions relatives
relative aux élections. Maître Paul de Diapé, vous êtes le président de FDR. Les sénatoriales sont annoncées pour le 2 février prochain. Vous avez des conseillers municipaux, vous avez plusieurs maires, vous avez également des conseillers régionaux. Question toute directe, est-ce que les FDR iront au sénatorial? Mais non. Non. Pourquoi? On vous l'a dit, on dit non. Pourquoi? On n'ira pas. Et nous avons même dit que c'est un événement pour nous. On n'ira pas. Justement, les Togolais veulent comprendre. C'est la première fois que les sénateurs vont avoir lieu. Mais vous estimez que c'est un non-événement. Oui. Expliquez-nous. Non, non, d'abord, et ça, on le martèle. Les sénatoriales, c'est quoi? L'aboutissement des sénatoriales, c'est pour mettre en place un Sénat. C'est ça, non? Oui. Les élections là, sénatoriales, le nom le dit très bien. Élections sénatoriales, c'est pour élire des sénateurs. Des membres des sénateurs. Nous avons sorti des communiqués plusieurs fois, on a martelé que nous n'avons pas besoin d'un Sénat au Togo. C'est un contresens. Mais c'est prévu par la Constitution. Mais laissez tomber cette histoire de... Quand vous voulez gouverner un pays, on l'a dit tantôt, c'est pour faire le bonheur des citoyens. Même si une constitution de je ne sais pas quelle année a prévu un Sénat, compte tenu des réalités économiques que nous avons aujourd'hui dans le pays, on peut au moins comprendre qu'on n'a pas besoin de Sénat. On a besoin de Sénat pour faire quoi? Dans d'autres pays, une Assemblée nationale suffit pour régler les problèmes. Il y en a des pays qui ont commencé à mettre un Sénat en place, mais qui l'ont supprimé après. Oui. Je prends l'exemple du Sénégal qui a dit non, mais nous avons un Sénat, c'est vrai. La loi avait prévu un Sénat, mais nous avons compris que ce Sénat-là ne sert à rien. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons voulu faire la démocratie à la base, et pas la mise en place des communes. Mais je vous assure, au jour d'aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous promenez-vous pour voir dans quel état se trouvent nos communes. Est-ce que réellement on a des communes au Togo? En dehors de quelques communes de Lomé, Golfe 4, Golfe 2, peut-être etc. Mais après, on n'en a plus. Les autres communes, même chez moi, vaut 1, vaut 2, tout ça là, c'est quoi? Les gens sont là. Vous ne voyez rien de concret à la mettre à l'actif donc de ces communes? Qu'est-ce que les communes apportent aujourd'hui aux concitoyens? Quel plan de développement on permet aux communes de faire? Parce qu'on a dit dans la loi de la décentralisation qu'une fois que les communes sont mises en place, l'État doit leur faire une affectation. C'est le plan budgétaire. C'est le plan budgétaire. Et c'est avec cette affectation-là que les communes vont faire leur plan de développement. Mais depuis que ça a été fait, mais moi, plusieurs fois, j'ai rencontré le ministre Boukossi, vous dit, mais comment, qu'est-ce que vous faites pour que les communes prennent leur envol? On nous a dit qu'il n'y a pas. Financièrement, ce n'est pas possible, pour le moment. Alors, lorsque vous êtes dans un pays, vous réfléchissez au développement du pays. Les communes qu'on a mises en place, on dit qu'on n'a pas les moyens pour le moment pour les rendre viables. Et vous dites que vous allez créer une nouvelle structure qui demande des ressources plus importantes. Alors, comment on fait? Comment on raisonne comme ça? Est-ce que, sérieusement, dites-moi, est-ce que c'est bien raisonné de dire que nous avons commencé quelque chose qui ne marche pas pour le moment, faute de moyens, mais nous allons en créer? C'est comme on dit chez nous, vous êtes en train de cuire la tête, c'est pas bien cuire, vous mettez les pâtes ou les pâtes après. C'est quoi ça? Ben, c'est du désordre. C'est pour ça que nous avons réfléchi, financièrement parlant, franchement. Nous avons dit, mais on n'a pas besoin d'un Sénat pour nous, sauf peut-être à rendre service à quelques fatigués qu'on mettra là-bas dans le système. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. On dit que c'est pour équilibrer ceci, machin, pour équilibrer quoi? Pour équilibrer quoi? Les régions, on a mis en place les régions. Qu'est-ce que les régions feront véritablement pour aider les communes à redevenir véritablement des communes? Alors c'est pour ça que nous, très tôt, avant même qu'on aille à ces élections, le 29 avril dernier? Non, non, pas le 22, très tôt, que nous avons commencé à parler de l'inutilité du Sénat. Alors,
En plus, lorsque nous avons vu finalement ce qui a été fait, le changement de constitution dans notre pays, dans les conditions que tout le monde sait aujourd'hui et que tout le monde décrit, avec les élections qui ont suivi, le désordre qui a été organisé, la fraude de manière visible que nous avons observé, quand vous voyez aligner tout ça, la grande question que vous posez, c'est dans quelle démocratie on est? Est-ce que comparé à d'autres pays qui sont à côté de nous, à l'est, à l'ouest, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un minimum d'efforts pour aller véritablement à la démocratie? Si la démocratie consiste seulement à dire, oui, ceux qui aujourd'hui sont les gouvernants, ils mettront tous les moyens pour rester là où ils sont. Et ceux qui sont dans l'opposition, rester là-bas, bravo, ok, le tour est joué. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de regarder ce pays fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui depuis quelques années en matière de rapport entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont de l'opposition? Est-ce que c'est ça la démocratie? Donc finalement, la non-transparence peut-être des élections et puis le caractère budgétivore du Sénat, ce sont les raisons qui sous-tendent votre boycott? Mais bien sûr, parce que c'est une question de logique et de cohérence. Nous avons dit que ce Sénat-là, ça ne valait pas la peine. Mais ça ne nous exclut pas. Les gens nous demandent, mais vous ne voulez pas aller au Sénat, aux élections sénatoriales, mais pourquoi vous avez des élus au niveau des communes? Mais je dis, mais c'est deux choses totalement différentes. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, je ne vois pas l'utilité du Sénat qu'on va me dire que il faut en conclure que vous ne voyez pas l'utilité des municipales. Comment on peut me faire un raisonnement? Je peux décider d'aller aux élections municipales sans participer à des élections sénatoriales. Et les élections municipales, ce serait probablement dans le mois de mai 2025. Mais bien sûr. Donc en boycottant les sénatoriales, vous pourrez toutefois faire des candidatures pour les... Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Le seul rapport que je ferai, c'est par rapport à l'organisation des élections, à la transparence des élections. Comment faire demain pour que les futures élections qu'on organisera, on puisse au moins avoir l'assurance que la pagaille qu'ils ont organisée, la tricherie, le vol qu'ils ont organisé, ça ne se produira plus de la même manière. Le moment venu, le parti décidera si on voit que les conditions se réunissent, on ira aux élections. Si on veut, on ira aux élections. Ça participer aux élections sénatoriales. Que ce soit vous, au niveau des FDR, que ce soit l'ANC, que ce soit la DMP, que ce soit le CAC, que ce soit le Front touche pas à ma constitution, vous tous, vous dites unanimement que vous n'irez pas à ces élections sénatoriales. Ce refus, est-ce que cela traduit une synergie d'action qui se dessine à l'horizon? Mais je l'espère. Bon, ceux qui ont décidé aujourd'hui de ne pas participer à ces élections sénatoriales, où les dés sont déjà pipés. C'est-à-dire, je ne vois pas un parti politique de l'opposition aujourd'hui aller à une quelconque sénatoriale pour ramener quoi? Quel marché? Ou bien vous n'avez pas suffisamment d'élus locaux et régionaux pour pouvoir gagner, ne serait-ce que des sénateurs, vous avez peur? Non, c'est-à-dire que vous savez, les élections sénatoriales, effectivement, vous l'avez bien fait de le rappeler, ce n'est pas une élection directe. C'est une élection indirecte. C'est-à-dire que vous avez élu des conseils municipaux, des conseils régionaux. C'est ceux-là qui se réunissent pour élire le sénateur. Le sénateur. Alors, c'est d'abord en dehors de toutes les raisons que moi je viens d'évoquer, lorsque vous voyez le nombre écrasant d'élus municipaux que le parti au pouvoir a. Parce que 1000 quelque chose sur 1527. À cause des élections pratiquées, à cause des élections truquées, et puis ajouter à ce qu'ils ont fait au cours des dernières élections, au cours de ces élections, les élections communales, je dis communales, régionales. Mais lorsque vous mettez les élus de leur côté, municipaux et régionaux ensemble, donc UNI a déjà la majorité pour pouvoir remporter encore les sénatoriales. Et surtout que dans tout ça là, il y aura de la tricherie, il y aura de la manipulation des résultats. Alors vous espérez quel est le résultat? À moins que quelqu'un ne vous fasse faveur pour dire, ah, celui-là, bon, on va faveur par rapport à une élection.
Dans ça, là, vous espérez quoi? Qu'est-ce que vous espérez? En dehors du fait que je dis, cette affaire-là est inutile. Mais lorsque le jeu lui-même n'est pas transparent, alors si vous y allez, vous espérez quoi? C'est pour ça que ceux qui prennent la décision aujourd'hui de ne pas y aller, c'est une question... Et vous êtes nombreux. Oui, c'est une question de logique. Vous êtes concertés entre vous avant de prendre la décision? Non, c'est pas concerté du tout. Moi, on ne s'est pas concerté. Depuis que nous, on a commencé à réfléchir puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'est une question de logique par rapport à notre raisonnement antérieur. Donc, nous savions, nous, au niveau des LDR, que ces élections sénatoriales, on n'y participera pas. Et vous avez même dit que les dés sont déjà pipés. Bien sûr. Et on a fait plusieurs réunions. On s'est réunis plusieurs fois pour prendre définitivement la... Mais avant nous, d'autres, on a écouté que d'autres ont pris la décision. L'UFC va y aller, le MPDD va y aller. C'est leur droit. Ils n'ont qu'à aller pour nous ramener le taureau. D'accord. Alors, ce boycott, quel est le message que vous voudrez adresser au gouvernement à travers ce boycott de manière collégiale? Maître Apévon, nous allons marquer la pause et on revient dans quelques minutes. Souhaite se développer, a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier... Donc en studio, madame, monsieur, pour la suite du débat, notre invité ce matin, c'est le président national des Forces démocratiques pour la République FDR. Il s'agit de maître Paul Dodji Apévon. Alors, président, je vous posais tout à l'heure la question de savoir, avec ces points, disons, ces convergences de réaction, est-ce que tout cela, quel est le message que vous voudrez envoyer au gouvernement en décidant de boycotter? Non, c'est-à-dire que le message est simple. Nous sommes dans un pays, avant, on était dans un système de parti unique, et on a décidé à un moment donné de faire de la démocratie. Mais la démocratie a un prix. Mais c'est-à-dire que lorsque vous voulez faire la démocratie, vous acceptez de faire en sorte que le jeu, l'enjeu puisse avoir un sens. Lorsque vous allez à des élections, vous prenez le risque de perdre, de gagner ou de perdre. C'est ça l'enjeu de la démocratie. Celui qui est votre concurrent, lorsqu'il travaille bien sur le terrain, laissez l'opportunité de gagner pour mettre à exécution ce qu'il a proposé. Si demain il ne fait plus bien, on le remplace. Mais aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes au Togo, mais c'est un truc que De Gaulle dira, c'est un machin. C'est-à-dire que aujourd'hui tout est fabriqué. C'est du préfabriqué auquel nous assistons. Mais aucune institution ne marche au Togo. Aucune institution ne marche. Vous prenez la CENI qui organise les élections, vous prenez la Cour constitutionnelle, vous prenez... Qu'est-ce qui marche? On a l'impression que on nous a introduit dans quelque chose. Et puis, bon, à côté, on nous a fabriqué un truc comme un cocon dans lequel nous sommes. Et puis, bon, on vous dit, entrez dedans. C'est dans une caverne. Alors, caverne, c'est le noir dans la caverne, vous ne voyez pas la couleur de X et Y. Et on dit, sortez, et puis après, brandissez que, oui, bravo, en avant. Non. Ce qu'on est en train de dire là, si le gouvernement... qui nous gouverne veut avoir un minimum de crédit demain par rapport à la démocratie, comme on le voit un peu partout dans le monde, mais il faut mettre au moins le... Moi je dis, mais il y a au moins le vernis démocratique. Vous voulez quelques conditions remplies par le gouvernement avant de participer au sénatorial? Non, le sénatorial, c'est fini. C'est fini. Moi je parle par rapport à l'avenir. Les élections qui vont venir demain, s'ils veulent réellement redonner de l'importance à ce que nous appelons démocratie au Togo, il faut créer les conditions d'une vraie démocratie. Où le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert, on participe à des élections. Dans la joie, on revient, on dit, ah, on a fait des élections. Ceux qui ont voté ont l'assurance que ce qu'ils ont mis dans l'urne là, c'est ces résultats qui vont sortir. Mais quand les gens vont... le vainqueur sera applaudi par le vaincu et vice versa. Eh bien sûr, mais quand vous sortez d'une élection, personne ne sait, et puis après on vous annonce quelque chose de bizarre, mais c'est cette affaire-là en train de détruire. Et presque, je dirais même à détruire l'espérance que nous avons
aux élections, au mode de dévolution du pouvoir par les urnes. Or, moi je dis... Mais quand même, peut-être le boycott de 2002, le boycott de 2018, et voilà encore pour la première fois la sénatoriale. Non, que oui, c'est vrai que je déplore le boycott de 2002 parce que c'était des élections, j'avoue, législatives, plurielles, qui auraient pu, parce qu'en ce moment-là, les lois, bon, c'est-à-dire que les tests, bon, même si on déplore que ce n'est pas totalement optimal, ça fait quelque chose. Ça avait un sens. Ça avait un sens. Alors, 2018, oui, là aussi, on était en plein... La on aurait peut-être regardé mieux les choses et prendre une autre décision comme celle-là. Mais aujourd'hui, c'est totalement foiré. C'est totalement foiré. C'est-à-dire que, au moment où je dis, il ne faut pas aller à une élection parce que vous voulez faire plaisir à X ou Y. Pourquoi? Vous y allez pour ramener quoi? Oui, Maître Paul de Diapévon, nous voyons quand même que, toujours par rapport aux élections, votre formation politique a félicité John Mahama du Ghana par rapport à sa réélection. Dites-nous les raisons profondes et cachées par rapport à cette félicitation d'un opposant ou d'un concurrent qui a gagné au Ghana. Je n'ai pas félicité seulement Mahama. J'ai adressé mes félicitations à 3 acteurs principaux du Ghana. Lesquels? La première personne, le premier que j'ai félicité, c'est le président sortant, qui ne devait plus qui ne pouvait plus aller à ces élections-là. On était allé au Ghana la dernière fois, dans un forum, dans notre droit là, et il nous a rassemblés dans un grand parterre là pour dire, mais l'Afrique aujourd'hui se détruit parce que c'est les responsables qui foutent la merde. C'est lui-même qui l'a dit. Bien sûr, c'est devant nous qu'il a déclaré. C'est les responsables qui foutent la merde. Parce que des gens sont élus sur une constitution. Dès qu'ils viennent au pouvoir, ils trafiquent la constitution pour rester au pouvoir. Mais c'est ça qui est le problème aujourd'hui majeur de l'Afrique. Et il dit, j'ai fini mes 2 mandats, je suis en train de partir fièrement. Et j'ai passé la main à quelqu'un d'autre. Si demain il est élu, ben, je vais applaudir. Même s'il n'est pas élu, la lutte continue. Mon parti reviendra au pouvoir demain. C'est le jeu de l'alternance. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il a même ajouté, ils ont mis en place des institutions au Ghana de telle manière que, est si forte de telle manière que même si le diable descend du ciel, il ne peut pas. Personne, il ne viendra jamais à l'idée à quelqu'un au Ghana de vouloir modifier la constitution ghanéenne. Ça c'est sur cette même terre ghanéenne que le président américain d'alors, Barack Obama, dit il faut des institutions fortes. Bien sûr, il prenait exemple justement sur le Ghana, en adressant au reste de l'Afrique ce message-là. Donc, Nana Akufo dit non. Mais revenons à la réalité, faisons les choses autrement. Et il a même dit la dernière fois, je crois après les élections, que lui, il n'est pas de ce chef d'État qui modifie les constitutions pour rester au pouvoir. Alors, donc, celui-là est à féliciter. Deuxièmement, j'ai félicité le candidat de son parti. Le candidat du parti au pouvoir de NPP, Baoumia. Baoumia, je l'ai félicité. Pourquoi? Parce que oui, on ne peut pas modifier la constitution au Ghana. Il est candidat de NPP. Mais il peut faire comme les autres en disant oui, mais nous sommes au pouvoir, trafiquons les élections, modifions ceci, etc., foutons la merde, nous allons gagner. Mais ils sont allés aux élections. Avant même que les résultats officiels nous soient proclamés, il a déjà reconnu. Oui, sa défaite. Et il a perdu l'autre pour le féliciter. Mais c'est ça, justement, ce que nous voulons pour l'Afrique. Pour qu'une Afrique aille de l'avant, que les gens se mettent au travail demain dans une dynamique collective. C'est ça que nous voulons. Et je l'ai félicité pour ça. Et après, j'ai félicité le nouvel élu. Le nouvel élu, parce que pour sa patience, parce qu'il a connu des situations antérieures qui auraient pu l'amener à dire non, je fais ceci, etc. Mais il a pris patience. Il sait qu'il attend son heure. Et l'heure est venue. Alors donc, ces 3 acteurs-là ont été des acteurs majeurs qu'on doit
reconnaître comme tel. Oui, mais comment se fait-il que la démocratie ou l'alternance est si huilée dans ces pays, notamment anglophones, mais dans beaucoup de pays francophones, par exemple le Djibouti, le Gabon, le Cameroun, peut-être le Congo-Brazzaville, etc. Mais c'est ça du plomb dans l'aile. Ah oui, mais c'est-à-dire que c'est une question de mentalité. Beaucoup de ces gens-là ont eu un certain... réellement de l'amour pour leur pays. Ils ont de l'amour pour leur pays. Ils aiment leur pays de telle manière que ce n'est pas eux. Le problème ne se résume pas à eux. C'est par rapport au pays. L'intérêt général au-dessus de leur intérêt particulier. Quand vous venez au pouvoir et que vous oubliez ce qui doit être fait pour le pays dans son ensemble, par amour pour ce pays-là, et que vous croyez que tout se résume à vous, et que les gens viennent vous faire vous aduler pour dire ah, mais sans vous nous sommes perdus. Alors vous entrez dans quelque chose d'indescriptible et vous devenez un problème. Au lieu d'être la solution, vous devenez un problème. Vous devenez un problème pour le pays. Parce que quelqu'un qui vient, une constitution est là. Non seulement il la modifie, mais il la change. Et dit mais aujourd'hui, en 2025, on doit avoir des élections présidentielles, une élection présidentielle dans notre pays. On dit, moi, je ne vais plus participer, je ne vais plus demander le suffrage universel du direct. Bon, je me cache derrière une élection truquée de machin, et dès que ce sont les députés qui ont modifié la constitution pour maintenant je ne reviendrai pas. Dans un régime je ne reviendrai pas sur ce débat. C'est de la provocation, ce que tu me dis là. Si je dois y répondre, je dois aller encore sur d'autres développements. Ce n'est pas bien. Ce qui se passe là, chez nous, au Togo, ce n'est pas bien. Ça ne fait pas honneur à notre pays. Vu de l'extérieur, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien notre démocratie. C'est vrai que les gens utilisent aujourd'hui la force, la brutalité, parce qu'on va mettre celui-ci en prison, on va tuer, on va mettre machin. Bon, ok, ils font taire la peur. Ils ont créé, c'est cause de la peur. Mais, vu de l'extérieur, je ne sais pas quelle fierté. Et ils ont aujourd'hui, vont dire, oui, nous sommes assis, et nous sommes au pouvoir. Et puis ils vont aller le vendre à l'extérieur pour dire, oui, ben voilà, le bien que nous sommes en train de faire pour les Togolais, ce n'est pas bon du tout. Et moi, je les interpelle. Nous sommes en période, nous sommes à Noël. Noël, nous attendons la venue du Christ. Mais c'est une période d'espérance. C'est une période d'espérance. Nous espérons qu'un renouveau vienne. Moi, je suis un homme de foi. J'y crois. J'y crois fermement que quelque chose bougera au Togo. Voilà, on en est là, mais nous savons bien qu'aujourd'hui, entre la CEDEAO et les États de l'AES, c'est quand même le chien et chat, mais nous avons constaté quelque chose de particulier au niveau du pays des hommes intègres, des fonds destinés aux déplacés internes détournés par des gens de l'administration. Automatiquement, la justice s'en est saisie du dossier et le couperet, ou disons, voilà, le couperet est tombé. Mais c'est ce que nous disons aussi au Togo. Parce que lorsque vous vivez dans un pays et il n'y a pas une certaine, comment je dirais ça, on n'a pas un regard véritablement sur ceux qui commettent des bêtises de ce genre, et que c'est l'impunité la plus totale, le pays ne fonctionnera pas. L'impunité n'a jamais développé un pays. Lorsque nous sommes dans un pays, on parle de Raplucha, on parle de ceci, on lutte contre la corruption. Mais si tout ça là, je l'ai dit tantôt depuis le début de cette émission, que c'est un gaget. Au Togo, on annonce ça comme un gaget. Mais ça n'a pas de résultat concret. On ne punit pas ceux qui volent l'argent du contribuable. On les laisse dans l'impunité. C'est comme si tout le monde, ceux qui gouvernent là, ils participent tous, justement, à cette affaire-là. Il faut que le chef de l'État, s'il veut réellement lutter contre la corruption, prenne la résolution un jour de sévir contre ceux qui détournent l'argent du pays. Parce que c'est avec cet argent qu'on doit faire régler tel problème de pauvreté, de machin, de l'eau, de l'électricité ici. Mais des individus mettre la main dessus. Par exemple, au Burkina Faso, lui seul, il a réussi à détourner près de 4 milliards de francs. Un seul individu. Mais il y a des gens aussi au Togo qui en détournent plus.
Il y a des gens au Togo, ils travaillent, on ne sait jamais. ils ne détournent plus. Qu'est-ce qu'on leur dit? Personne ne leur dit rien. Personne ne leur dit rien. Mais vous les voyez là, ils sont tous des milliardaires. Ils sont pleins de milliardaires au Togo. 92 02 80 63 99 70 70 90. Vous voudrez participer au débat, alors vous êtes le bienvenu. Premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Jacien. Oui, monsieur Gado. Bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Je voudrais vous demander une question seulement. Oui. Pourquoi Nana Akufo-Addo n'a pas dit ça à certains de la CEDEAO qui a fait le mandat qui vient de parler de tout cela, ce qui est bon d'ailleurs. Secondo, si vous êtes à la boue le matin et le soir on vous traîne dans la boue, comme Alpha Condé, Bachar, Syrien et Mobutu, par rapport à Mandela, que choisirez-vous? Merci, bonne journée. Merci. Le deuxième volet, je n'ai pas très bien saisi, mais Évangéliste Senghor, bonjour. Ouais, bonjour, Jasper. Bonjour, grand-père Rassebon. Oui, bonjour, Évangéliste Senghor. Ah, c'est ma grand-père, pas de nous, hein. Oui. Bon, je voudrais savoir si vous, les opposants togolais, bon, mon grand-père Paul Yassouné, pourquoi vous ne voulez pas aller le voir? Parce que c'est pas quelque chose qui est intouchable. Allez le voir pour lui poser la question. Comment est-ce qu'il gère la nation? Mais ça, c'est bon. Que moi, Tara, en pays tablier, ça ne va pas. Ça ne va pas. Deuxième inquiétude. Bon, maintenant, vous voulez parler, je vous ai posé la question qu'on a arrêté des gens à Ouaga, au Burkina Faso. Maintenant, avec leur 5e République là, tous ceux qui ont détourné les 26 milliards, Bogan Lomé, les 600 millions de février, les 500 milliards, des trucs comme ça là. Ça va s'arrêter comme ça? Merci. Bien noté. Derrière lui, c'est monsieur Pelé. Bonjour, Pelé. Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour, Pelé. Bonne fête de Noël. Merci beaucoup. À vous aussi. Je pense que vous parlez du Ghana et il faut faire allusion aussi à la Syrie. Et si vous voyez les deux pays-là qui ont tourné à la Tiernan, qu'est-ce que vous choisirez pour votre pays et comment vous le ferez? Deuxième préoccupation, est-ce que, M. Maître Pévo, quels sont les Togolais qui sont dans la 4e République et quels sont les Togolais qui sont dans la 5e République et quels sont les Togolais qui sont dans la transition? Merci. Hey, monsieur Pelé. On va prendre le dernier intervenant qui est en ligne avec nous. C'est monsieur Maougnon. Bonjour. Maouto. Ah, c'est Maouto, d'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à votre invité. Bonjour. Monsieur Abémo, Oui? vous ne voyez pas que vous respectez trop ce pouvoir-là, c'est pas embouter de la sorte comme ça là. Pardon? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je dis, hein, est-ce que, monsieur Abémo, vous ne voyez pas que vous respectez trop ce pouvoir-là, c'est pas embouter de la sorte? Il restait trop quoi? Ils accordent trop du respect au pouvoir togolais, c'est pas on le respecte de la sorte comme ça là. Parce que maintenant, il vient de demander que est-ce que le pouvoir en place doit organiser les élections transparentes. À savoir, c'est la même chose. Vous accordez trop le respect au pouvoir. Oui, mais quand même, les affaires politiques, nous sommes tous des Togolais, on ne va pas quand même aller aux mains. On dit que la liberté, ça ne se donne pas. Merci, bonne émission. Bien noté, cher ami. Et nous allons revenir ici en studio. Vous accordez trop de respect au pouvoir. Maître, est-ce que on doit aller aux arts martiaux ou bien au pugilat avant de se dire les choses entre nous, Togolais? Non, de toute manière, lorsque les choses ne se font pas bien, lorsque nous venons sur ces antennes, c'est notre responsabilité de dire à ceux qui viennent qu'ils ne font pas bien. Bon, moi, c'est la seule chose que moi j'ai à dire publiquement aujourd'hui, c'est dire, mais ce que vous avez fait jusque-là, ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. Mais changer de comportement pour que le pays vive mieux. Ouais, mais bon, demain, si par hasard, le Saint-Esprit descend sur eux et qu'ils disent, ok, nous prenons la résolution, nous allons faire, nous abandonnons notre projet de constitution, machin, 5e République. Nous appelons la classe politique, venez, on va discuter, on prend la résolution, on va faire et qu'on les voit à l'œuvre, et que demain, on va à des élections, et que ça se passe bien. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Voilà. Vous accepterez les résultats issus des urnes. Pourquoi Addo n'a pas pu dire les vérités qu'il a crachées lors de votre forum la dernière fois à ses pairs, et que ce soit en fin de mandat qu'il veuille le dire en aparté? Je ne sais pas si c'est un aparté. Bon, je ne sais pas ce qu'ils se disent entre eux. Quand les chefs d'État se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Moi, je sais que
pas des indiscrétions, lorsque nous étions dans notre dialogue là en 2018, bon, il paraît qu'il y a des choses qui ont été négociées, dites pour que notre dialogue là débouche sur quelque chose de mieux. Ça n'a pas marché, mais est-ce que lorsqu'ils se rencontrent entre eux, nous disons souvent ils forment un syndicat de chefs d'État, est-ce qu'il a eu ce comportement-là avant de dire... Mais toujours est-il que, au moins dans son pays, il n'a pas fait ce qui est... Il n'a pas défendu la Constitution. Voilà. Ce qui pose problème. Alors au moins il a la fierté de respecter sa constitution, de faire ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. D'accord. Le deuxième volet de la question de Gado, je n'ai pas pu bien noter cela, mais qu'il m'en excuse. Mais quand même, l'évangéliste Senghor dit, vous en tant qu'acteur politique de l'opposition, pourquoi ne pas aller voir le chef de l'État et lui dire ce que vous constatez, ce qui ne va pas? Non, c'est-à-dire que celui qui est le chef de l'État, il est le président actuel du pays. Allez le voir, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais c'est-à-dire que nous avons connu des situations avant où celui qui doit mettre les choses en application, lorsqu'on n'a pas besoin de parler beaucoup, avant que la personne ne comprenne que la voie sur laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas la bonne, et faisons en sorte que le tir soit corrigé. Alors, mais si c'est lui le chef d'État, s'il pense qu'aujourd'hui il est nécessaire qu'il rencontre les gens pour discuter, et qu'il est ouvert justement à écouter ce que les gens disent, l'ouverture. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle force moi j'ai aujourd'hui à dire recevez-nous les acteurs de... C'est lui qui voit comment le pays, dans quel état se trouve aujourd'hui le pays. Est-ce que c'est bien pour lui? Si ce n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger le truc? C'est à lui. Il a les manettes entre les mains, c'est à lui de voir ce qu'il doit faire. Oui, il a dit même en pays qu'Abia ça ne va pas, mais il continue en disant 5e République, qui sont... est-ce qu'on pourra au moins ne plus laisser pour perdre profit les trucs de la canne, la route Lomé-Vaughan en foin et tous les autres secteurs dans lesquels il y avait eu peut-être des malversations financières? Non, c'est-à-dire que, vous savez... Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, je ne sais pas, ils ont décidé de ne pas aller sur le terrain de la redevabilité, c'est-à-dire le rendre compte. Lorsque vous gouvernez un pays, vous avez l'obligation de rendre compte aux citoyens de comment vous utilisez les deniers qu'on met à votre disposition. Maintenant, si les choses se font de telle manière qu'entre eux, ils se protègent et ils ne veulent pas dénoncer, ils ne veulent pas punir, mais ça amène tout le monde à les mettre dans le même panier. Parce que si le chef de l'État, les autres, si quelqu'un d'entre eux commet des malversations de manière flagrante et tout le monde le sait, mais personne ne punit, mais à un moment donné, on a l'impression que dès lors que la punition va tomber, ça peut dissuader les autres. Normalement, c'est comme ça. La punition est faite pourquoi? Pour dissuader. Oui, qui sont ceux-là qui sont dans la 4e République, qui sont ceux-là qui sont dans la 5e République, qui sont ceux-là qui sont dans la transition? Ils s'y connaissent. Ils s'y connaissent. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, je suis dans la 4e République. Maître Paul Dédiapé, nous sommes à la fin de l'émission, mais l'FDN, y a-t-il des perspectives? Vous venez de souffler votre 8e bougie. Des perspectives? Mais s'il n'y a pas de perspective, je ne serai pas sur ce plateau ce matin pour parler aux gens. Parce que pour venir, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai réfléchi parce que nous parlons beaucoup, nous venons, nous intervenons, mais ce que je me dis, quel impact ça a sur les Togolais, sur le comportement des Togolais? Moi, ça ne sert à rien pour moi de venir chaque matin, comme je n'ai rien à faire, venir gloser sur les antennes d'une radio, parler, puis retourner. Les gens vont dire, mais ça fait longtemps qu'on ne t'a plus entendu, viens parler. Mais si ce que je dis ne sert à rien, ça n'apporte d'effet sur le comportement des citoyens. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour aller à ce que nous voulons là, c'est chaque Togolais individuellement pris qui doit prendre la résolution que le pays va mal. Moi, mon fond intérieur, moi, ma famille, je prends la décision de faire en sorte que les choses bougent dans un sens donné. Mais si on croit que le miracle doit venir de certains, moi, je n'ai rien à voir. Moi, je prends les bras dans ma maison et que c'est l'autre qui va apporter la solution ne viendra pas. Et donc, vous demandez à tous les Togolais de pouvoir s'approprier toute la situation et intervenir comme cela se peut. Bien sûr. Maître Paul Dédiapé, merci à vous. Je vous remercie.
Seigneur nous garde. Bon, à cette période de Noël, et le nouvel an bientôt, je souhaite justement du bonheur à chacun, de la bonne santé à chaque Togolais, mais que nous devons considérer également que la délivrance de ce pays, le changement que nous appelons dans ce pays, viendra de chacun de nous. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, madame, monsieur, à vous tous qui nous avez reçus chez vous à l'instant. Maître Paul de Diaplon, président national des FDR, Concours le Parisien. Merci à vous qui avez pris le relais après à school. Et merci à Mjoy Allah pour la visibilité sur notre page Facebook. Claudia Adino, moi aussi, Joachim Betim. Excellente semaine à toutes et à tous. Bonne fête de la nativité et de